Marguerite de Marc Burger. Journal d'Éric Le Gall, nouveau gardien du phare du Pan, au large de Paimpol, 6 février 1891. Hier fut ma première journée au phare. D'ordinaire, les hommes de mon âge pensent d'abord à se caser, à trouver une compagne pour fonder avec elle un foyer chrétien. En ce qui me concerne, la seule chose qui aurait pu occuper une place valable dans mon cœur est partie avec un autre, un marin qui plus est. Je sais ce que l'on dit sur les femmes de marins, qu'elles sont frivoles, qu'elles attendent la prochaine expédition de leur mari pour aller chercher du plaisir dans les bras d'un autre. Moi, je ne suis qu'un garçon timide et trop sage pour me laisser aller à ce genre d'égarement. Si ce n'est pas elle, alors cela ne sera personne d'autre, j'en ai la certitude. Adieu, Nolwenn. Nous nous reverrons peut-être un jour en d'autres lieux, si telle est sa volonté. J'ai donc décidé de rester isolé, loin des hommes, tout en les aidant à braver les tempêtes qui se font de plus en plus fréquentes dans ces eaux. Plusieurs navires de commerce en provenance de Londres, d'Amsterdam ou de New York en direction du Havre, et les cales chargées d'épices, de sucre et d'argenterie se sont retrouvés projetés contre les fiers rochers et la côte, avant de rejoindre à jamais les profondeurs infernales. Que Dieu les accueille en son sein avec toute sa miséricorde. Lorsqu'il m'accueillit, Gaëtan Stéphane, propriétaire du phare, me mit en garde dès le début. Vivre ici ne serait pas une mince affaire, compte tenu de la sinistre réputation de cet endroit. Avant moi, 2 pauvres bougres y avaient laissé la vie. Personne ne savait comment ils avaient disparu. Leurs corps ne furent jamais retrouvés. Mais ils furent bel et bien déclarés morts, et des tombes symboliques furent dressées non loin de là, malgré les proclamations du curé, persuadés qu'ils avaient mis fin à leur jour et ne méritaient pas la clémence du Tout-Puissant. Pourtant, à première vue, ce phare du Pan n'avait pas l'allure d'une maison hantée. Peint en blanc, à l'exception de quelques pierres encore visibles autour des fenêtres, c'était une banale tourelle carrée avec un corps de logis. On raconte que parmi les nombreuses personnes ayant souhaité garder ce phare se trouvait une femme, ce qui est peu banal dans notre profession, une certaine Marie Périne Durand, probablement une femme fuyant un mari violent et espérant s'isoler dans cette forteresse. Gaëtan Stéphane était un petit homme trapu, légèrement dégarni en haut du front, avec un nez en forme de calebasse, une moustache mal rasée et une vieille redingote poussiéreuse qui avait l'air d'avoir pourri dans une penderie, en proie au mythe pendant des années. De ses mains graisseuses, il sortit la clé du phare de sa poche, ouvrit la porte principale face à laquelle se dressait déjà un immense escalier qui menait au feu. À l'autre bout d'un couloir étroit, j'apercevais ce qui semblait être une sorte de salle à manger, avec des bancs en bois mal entretenus, de la saleté un peu partout sur le sol et des rangées de pots qui contenaient encore sûrement un peu d'eau, de cidre ou du lait. Nous fîmes rapidement le tour du propriétaire et mon interlocuteur se montrait peu loquace avec moi. J'allais quand même vivre ici et souhaitais en savoir un peu plus sur mes prédécesseurs. Vous aviez pu échanger un peu avec les anciens gardiens de ce phare? Les 2 derniers, je veux dire. Un peu, mais ils ne parlaient pas des masses. Vous savez, les hommes qui décident de garder un phare pendant une longue partie de leur vie ne sont pas réputés pour leurs aptitudes en communication.
Vous... vous savez ce qui a pu les pousser à... Non, pas la moindre idée. Mais c'était la première fois que de telles atrocités arrivaient. Je ne savais pas grand-chose d'eux, et puis même, vous savez, parfois on croit connaître les gens, et on est surpris de voir à quel point leurs souvenirs sont ignobles et les hantent jusqu'à la fin. Ces deux-là avaient sûrement quelque chose à se reprocher, un meurtre, un viol, ou je ne sais quoi d'autre. Peut-être étaient-ils d'anciens forçats, venus chercher ici un peu de solitude, de quiétude face à la justice des hommes. Bon, pour ce qui est de votre chambre, elle se trouve en haut, si vous voulez bien me suivre. Et nous montâmes un escalier extrêmement étroit et vermoulu, dont chaque marche craquait dès que l'on y déposait le pied. En montant, j'observais plusieurs crevasses, plusieurs trous dans les murs et des toiles d'araignées, preuves ultimes que l'endroit n'avait pas été nettoyé avant mon arrivée. Heureusement, j'avais dans mes valises de quoi me débarrasser de ces petits envahisseurs. Je n'en garderai que quelques-uns, en espérant que ceux-ci gobent les moustiques qui viendraient me piquer les soirs d'été. La chambre était on ne peut plus simple. Un lit en bois, avec un matelas et des draps propres, un oreiller rangé dans un placard austère, et pour seule décoration, un modeste tableau représentant un petit voilier quittant le port de Paimpol, daté de 1875. Le parquet craquait également. Tout semblait en ruine dans ce phare, et c'était à se demander comment il tenait encore debout, malgré ce manque d'entretien. Par la petite fenêtre, je pouvais apercevoir le large et ses mystères infinis. Qu'allait-il arriver? Un cotre de pêcheurs bretons? Une frégate anglaise? Non, les guerres avec l'Angleterre étaient terminées, et la Prusse était loin, Dieu merci. Qui allais-je devoir aider en premier? Quelle vie pouvais-je sauver d'abord, grâce à ma lumière salvatrice? Stéphane, dont la fâcheuse tendance à se triturer les mains commençait à m'irriter, eut l'air de s'impatienter. Mon absence de questions l'ennuyait, et il souhaitait décamper le plus vite possible de cet endroit. Je sentis, en l'espace de quelques secondes, une sorte d'inquiétude dans son regard, tandis qu'il examinait la pièce du sol au plafond, regardait dehors, et tournait ensuite la tête vers l'escalier par lequel nous étions venus. Il se racla la gorge, comme pour me demander s'il pouvait se retirer. Nous descendîmes tous les deux l'escalier, car je devais récupérer mes valises dans l'entrée. Un peu de poussière tombait le long de la rampe, et j'aperçus une petite porte juste en dessous des marches. Il existait une pièce sous les escaliers, dont mon guide ne m'avait pas parlé. Qu'y a-t-il là-dedans? Oh, je n'en sais trop rien. Probablement des bricoles laissées par vos prédécesseurs, et dont on ne savait plus quoi faire. Une sorte de bric-à-brac, un capharnaüm innommable. Si j'étais vous, je ne tenterais même pas d'ouvrir. Dans mes yeux, il vit que je défiais son avertissement. Je fis donc quelques pas, tournai la serrure, et me retrouvai face à des vieilleries, des vases, des paires de bottes, des manteaux de pluie et quelques bouteilles de rhum bien conservées. Mais au milieu de cette déchetterie, mon regard se posa sur un magnifique portrait, celui d'une jeune fille qui ne devait pas avoir plus de 20 ans. Les cheveux châtains, un iris brun aux touches verdoyantes, 2 petites narines fines et dilatées, et de sensuelles taches de rousseur qui parsemaient ses joues jusqu'au recoin des lèvres charnues et couleur framboise. Le regard de cette jeune femme m'intrigua. On y décelait un mélange de curiosité, de détermination, comme si cette peinture tentait de me sonder l'âme. Après avoir balbutié quelques mots, j'osai enfin demander à Stéphane. Qui est-ce? Qui? Cette gamine?
Je crois que c'était la fille du type qui était là avant les deux précédents. Oui, c'est ça. Il a dû oublier ce portrait avec tout ce bazar. » Et au bas du portrait, je pus lire ce doux prénom, Marguerite. Journal d'Éric Le Gall, 8 février 1891. Je n'ai jamais aimé les premières nuits dans un endroit qui ne m'est pas familier. Mais celle que je viens de passer ne me rassure guère sur ce nouvel endroit, et je commence à croire que sa réputation est bel et bien méritée. L'autre soir, après m'être plongé pendant quelques heures dans les aventures du maître Ballantré au coin du feu, car l'annexe du phare est dotée d'une cheminée pour mon plus grand plaisir, je décidai d'éteindre les lumières du salon et de monter me coucher après avoir vérifié que le feu était suffisamment visible pour les bateaux. Je me blottis donc sous les épaisses couvertures, en espérant que la chaleur dégagée par mon corps se répandrait sous les draps. Je fixai le plafond pendant de longues minutes, les yeux rivés sur cette espèce de lustre pittoresque qui risquait de me tomber sur la figure et qui tanguait au moindre coup de vent. Il n'était que 21 heures lorsque je pris la décision de m'endormir, du moins de chercher le sommeil. 3 heures plus tard, je ne l'avais toujours pas trouvé. Ou était-ce plutôt lui qui refusait de venir à ma rencontre ? J'entendais le léger souffle du vent caresser les murs de briques, son doux murmure se perdre dans les méandres de l'Atlantique et la cime des chênes. Les vagues, quant à elles, faisaient mousser leur écume que l'on entendait pétiller sur les grains de sable. Quelques chouettes étaient également de la partie, les petits appelant leurs parents pour avoir un mulot à becqueter. De mon côté, je me surpris à ouvrir les yeux, à regarder autour de moi comme si je sentais une présence quasi indicible rôder aux alentours, une énergie frôler les planches du parquet et remuer légèrement les rideaux de soie. Pourtant, en me redressant, je ne vis personne. Mais le murmure se faisait de plus en plus net et se transforma en un chuchotement incompréhensible qui me donna la chair de poule, tandis que les poils sur mon épiderme se dressèrent. Puis vinrent les sifflements, mélodieux, presque enfantins, comme une berceuse pour endormir un nouveau-né. Comment était-il possible d'entendre cela au beau milieu de la nuit ? Mon esprit me jouait-il des tours ? Ce n'était pas dans mes habitudes. Je tentais de faire fi de ces sons inexplicables lorsque, distinctement, j'entendis quelqu'un chuchoter mon prénom. Je tournai alors la tête vers le coin de la chambre et j'étouffai un cri. Seigneur Dieu, qu'avais-je là face à moi ? Une sorte d'ectoplasme dont je n'arrivais pas à distinguer les traits. Cela ressemblait à une silhouette féminine, mais avant même que je me redresse, l'étrange vapeur avait disparu. Journal d'Éric Le Gall, 11 février 1891. Je n'en peux plus, elle ne me laissera pas dormir. J'ai même peur d'écrire ces lignes, car je crains qu'elle ne m'espionne en permanence, qu'elle observe mes moindres gestes et m'entraîne peu à peu dans la folie. Madoué, ayez pitié de moi. Pour beaucoup, le soir est synonyme de repos, de réconfort dans un lit douillet, mais pour moi, ce n'est que le début de ma lente agonie nocturne. D'abord, il y a les craquements sur le sol. Puis j'entends la branche chétive de l'arbre jouxtant le phare toquer légèrement contre la vitre, tels les doigts d'une vieille dame me suppliant de lui ouvrir. Je regarde par-delà la fenêtre, mais je ne vois personne, rien qu'une branche,
une grosse brindille qui s'agite sans raison. Parfois, les battements d'ailes des rapaces nocturnes me font sursauter. Puis les rideaux commencent à onduler, tels de légers serpentins en suspension, et c'est là que les chuchotements parviennent à mes oreilles. Je reconnais sa voix diabolique. Elle prononce mon prénom à 3 reprises, me demande de la rejoindre dans les infernales abysses qui lui servent d'infâme demeure. Créature du malin, je m'accrocherai jusqu'au bout à mon crucifix pour repousser ton influence vampirique. Non, Marguerite, je ne veux pas sombrer par ta faute dans le brasier éternel, dans ces 9 zones circulaires que Dante a si bien décrites. Je ne supporte plus d'entendre ton souffle frôler ma nuque, tes mains fantomatiques me caresser le long des omoplates avant de s'attarder sur le bas de mon dos, juste avant les parties intimes. Ton haleine, mêlée de fleurs de rose et d'oranger, m'envoûte, mais je sais qu'il s'agit là de l'un de tes subterfuges pour me faire passer de vie à trépas. Tes lèvres rouges et ta dentition d'une blancheur parfaite que je perçois à travers les vapeurs qui annoncent ta présence provoquent en moi des frissons d'extase, des cognements contre ma poitrine et des nœuds à l'estomac que tout bon médecin diagnostiquerait comme les symptômes de la pire des maladies incurables, l'amour. Je sais que ce que tu cherches à atteindre n'est pas mon cœur, mais bien mes veines par lesquelles mon sang se diffuse. Ce que tu veux absorber, c'est l'essence de mon âme, cette hémoglobine si précieuse qui alimente mes organes. Je ne te laisserai pas me dévorer. Les êtres de ton espèce ont beau être au sommet de la chaîne alimentaire, ils ne mourront pas. Je saurai solliciter la protection de Dieu face au mal absolu que toi et les tiens incarnent. Je sais que tu es à l'origine du tourment qui a poussé mes prédécesseurs à commettre l'irréparable, mais il n'en sera pas de même pour moi. Je réciterai tous les « Je vous salue Marie » et tous les « Notre Père » qu'il faudra pour exorciser ton influence démoniaque sur les âmes chrétiennes. Seigneur, empêchez-moi de décider à votre place de l'heure de ma mort. Aidez-moi à trouver une autre échappatoire à Marguerite que les vagues impitoyables de l'Atlantique. Memnos, parsem queli mauna, elec cusquet, elec